Avant de commencer cet épisode, je prends juste quelques secondes pour vous présenter le sponsor de cette capsule. Il s'agit de la marque Level 8. Vous cherchez une valise pour vos prochaines vacances? On ne peut que vous recommander Level 8. Testée et approuvée chez les parents voyageurs, elle coche vraiment toutes les cases. Robuste, maniable, ergonomique et ultra silencieuse, sa poignée extra large est un vrai plus, confortable pour les adultes et tellement pratique que même les enfants peuvent la pousser avec facilité. Level 8, c'est la valise qu'on garde pour longtemps et qu'on remarque tout de suite sur le tapis de l'aéroport. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site internet eu.level8cases.com. Je vous mets le lien directement dans l'article de l'épisode. Salut les parents voyageurs, c'est Floriane. Dans cette série de podcasts sous forme de capsules audio, je vais vous parler de notre tour du monde. Après les préparatifs, ce petit format me permet de chroniquer notre grand voyage pour lequel nous sommes partis fin août 2024. Vous savez tout de la préparation d'un tel projet. Désormais, je vais vous raconter comment ça se passe sur les routes, nos belles découvertes, mais aussi nos doutes et nos galères. L'idée est de lever le voile sur les coulisses d'un tour du monde en famille et de partager notre expérience. Venez, je vous emmène. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Le temps file et me voici déjà avec l'une des dernières capsules de notre voyage. C'est un peu étrange de vous dire ça, mais oui, nos semaines en voyage sont comptées. Pour autant, on est toujours dans le même état d'esprit par rapport à la dernière capsule d'il y a 3 semaines où je vous parlais du retour. Le sujet n'est pas vraiment revenu dans nos conversations, même si certains de nos amis sont déjà rentrés et qu'on a dit au revoir aujourd'hui. Aussi des autres familles qu'on n'aura plus l'occasion de voir avant de rentrer en France. Mais bon, on regarde toujours devant avec beaucoup d'enthousiasme pour notre dernier mois et demi, et donc ça, c'est plutôt cool. Mais ce n'est pas ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je ne voulais pas spécialement parler du retour. Dans cette capsule, je voulais plutôt vous parler de la gestion du temps en voyage. Il y a une dizaine de jours, j'ai posté un reel, une petite vidéo, sur le compte Instagram de Parents Voyageurs qui parlait du tunnel de juin. Quand on est dans une vie sédentaire, vous le savez bien, toutes les mamans connaissent le tunnel de juin. Et c'est d'ailleurs en parlant avec des amis en France que j'ai pensé à ce sujet. En fait, en juin, c'est la fin d'année scolaire, on enchaîne les spectacles de fin d'année, les tournois sportifs, les assemblées générales d'associations, les pots de fin d'année. Il faut penser aux cadeaux des maîtresses, peut-être au coach sportif, à la tenue des enfants pour le spectacle de la fête de l'école. Bien sûr, tenir un stand à la fête de l'école. Bon, ça, en tant que parents d'élèves membres de l'ASSO depuis de nombreuses années, je vous invite tous et toutes à tenir un stand à la fête de l'école parce que c'est trop précieux. Mais bien sûr, n'oubliez pas de préparer un petit gâteau, vendre les tickets de tombola, etc. Les enfants ont toujours un emploi du temps de ministre avec les invitations aux anniversaires, toujours plus nombreux en juin. Il faut également préparer les inscriptions pour les activités de septembre. Et côté boulot, on clôture les derniers projets avant que tout le monde ne parte en vacances. Bref, on a l'impression que ça va jamais s'arrêter ou qu'on va pas tenir le coup. Je sais que vous savez de quoi je parle. Eh bien, figurez-vous que quand on est en long voyage, le tunnel de juin existe aussi parce qu'en plus du voyage, il faut préparer le retour. On est quand même nombreux à être partis sur l'année scolaire. Donc peut-être que le tunnel de juin est un peu le tunnel de mai pour ceux qui rentrent en juin-juillet justement. Nous on rentre en août, donc ça commence à s'affoler un petit peu aussi mai-juin, mais surtout juin. Alors de notre côté, je vous avais déjà dit les différentes choses qu'on avait mises en place sur le retour dans la dernière capsule. Là, on a passé à un autre stade, c'est-à-dire que je me suis acharnée au téléphone pour obtenir des rendez-vous médicaux pour les enfants pour le retour, orthoptiste, orthodontiste. J'ai passé au moins 15 coups de fil pour enfin avoir quelqu'un et obtenir les rendez-vous. Donc vraiment, vive les secrétariats médicaux qui sont submergés d'appels. Déjà, en temps normal, en fait, c'est pas facile à gérer avec le boulot, etc., de passer ces appels. Mais alors, avec le décalage horaire, bon, là, c'est le pompon. Mais au moins, c'est fait, j'ai mes 2 rendez-vous. Et pour la petite anecdote, pour l'orthoptiste, la secrétaire était toute contente de nous proposer un rendez-vous pour la semaine suivante, vu qu'il y avait eu une annulation. Ça n'arrive jamais, ça, d'habitude. Bon, forcément, j'ai dû décliner. Ludo, lui, a passé 3 entretiens pour son futur boulot. Alors, qu'est-ce que ça implique, passer des entretiens quand on est au bout du monde? Ça veut dire s'assurer en amont du rendez-vous qu'il aura un espace calme avec une bonne connexion Internet pour pouvoir passer l'entretien.
Et puis, il faut organiser le planning en fonction de cette contrainte horaire, évidemment. Parce que bon, pour ce genre de rendez-vous, on peut pas prévenir la veille pour le lendemain. Ah, en fait, c'est bon pour demain, je suis dispo. Non, forcément, on donne une date, une petite semaine à l'avance, une date, un horaire, et ça s'organise. Et après, il faut qu'on respecte, quoi. Alors, juste pour ceux qui se demandent, Ludo, il est en congé sans solde cette année. Donc, son employeur est tenu de lui proposer un poste équivalent en rémunération et correspondant à ses qualifications à son retour, mais pas forcément sur le poste qu'il avait avant. Et en l'occurrence, le poste qu'il occupait a été pourvu pendant son absence. Et donc, il faut lui trouver autre chose. Donc, le groupe dans lequel il travaille est assez grand. Donc, il va pouvoir bénéficier d'une mobilité interne, mais il a quand même fallu qu'il montre sa motivation et ses compétences, qu'il refasse son CV pour pouvoir obtenir ce nouveau poste. Pour les activités de septembre, on a pu tout faire en ligne pour Alexis, et ça, c'était vraiment pratique. Donc là, c'est presque en ordre. Il y aura juste une activité sportive pour laquelle on n'a pas encore de réponse. Et pour Adrien, c'était en ligne aussi. Mais là, les inscriptions ouvraient un jour donné à 9h du matin. Et bon, on ne sait jamais trop l'affluence qu'il va y avoir d'une année sur l'autre. Comme je ne connais pas le groupe qui avait donc cette année pour son activité sportive, on a décidé de ne prendre aucun risque. Et donc, on s'est levé à 3h du matin pour pouvoir l'inscrire dès l'ouverture des inscriptions. Voilà. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour nos enfants chéris? Et au final, là, je crois qu'il ne reste plus qu'un sujet à gérer, bon, au-delà de l'activité sportive d'Alex. C'est l'inscription au collège. Et là, ça se passe par courrier postal. Il n'y a rien qui est dématérialisé. Donc, vraiment, merci à mes parents, hein, qui vont pouvoir s'occuper de ça en notre absence, parce que sinon, on serait dans la mouise. Mais bon, en gros, voilà pour notre charge mentale supplémentaire sur les mois de mai-juin, ce qu'on a fait ces dernières semaines. Du coup, c'est pas déjà fini, hein, vous imaginez la liste. Je voulais un petit peu vous parler de la gestion de notre temps finalement pendant le voyage, parce que ces petites choses du retour ne font que s'ajouter à déjà une charge qui est quand même assez importante. Et donc, je voulais vous en parler de manière un petit peu plus globale. Donc, je crois que je l'avais déjà évoqué rapidement ici ou là. Ça me parle d'avoir déjà dit cette phrase, mais en tout cas, moi, de ma perception, je trouve que notre charge mentale en voyage est plus importante que dans notre vie sédentaire à la maison. En fait, la différence, c'est que ça ne s'arrête jamais, dans le sens où on peut très rarement se reposer sur des acquis, parce qu'on est toujours dans des environnements différents. En fait, à la maison, la charge mentale des parents, elle s'arrête jamais non plus. Mais bon, à part en cas de problème, les tâches et les préoccupations se répètent. C'est quand même régulièrement les mêmes. Dans une vie sédentaire, on est quand même dans un environnement connu, avec des emplois du temps hebdomadaires qui se répètent, et on ne doit pas tout réinventer de semaine en semaine. Alors en voyage non plus, on ne réinvente pas tout de semaine en semaine, heureusement, mais il y a quand même toujours des nouveaux paramètres à prendre en compte, et parfois on découvre ces paramètres une fois sur place. C'est assez difficile de tout anticiper. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne? Quelles sont les questions qu'on se pose en permanence? Alors parmi les questions quotidiennes, il y a: où est-ce qu'on dort? Combien de nuits on reste? Comment on y va? Qu'est-ce qu'on mange? Où est-ce qu'on mange? Et puis qu'est-ce qu'on fait? Donc là, c'est-à-dire nos besoins premiers, j'ai envie de dire, élémentaires, que sont manger et dormir, sont sans cesse soumis à des questions. Et quand on a les réponses aux questions, à savoir qu'on a un logement réservé, qu'on sait comment on va y aller, qu'on sait ce qu'on va manger, et là, on est parfois mis à rude épreuve. C'est-à-dire que c'est quand même assez fréquent que les logements soient mal isolés. Donc, on entend tout ce qui se passe dans la rue ou chez le voisin comme si on y était. C'est assez fréquent qu'il y ait du bruit, en fait, dans les rues jusqu'à tard la nuit, de la musique très forte. C'est pas rare, de rencontrer ça comme situation pendant son voyage. Bien sûr, ça, je crois que j'en avais déjà parlé. Les lits et les oreillers ne sont jamais aussi confortables qu'à la maison. Alors, j'ai écrit ça, mais c'est un tout petit mensonge, parce que là, le logement où on est, là où on enregistre, franchement, c'est presque comme à la maison. C'est merveilleux. Les volets et les rideaux occultants sont le plus souvent inexistants, bien sûr. Et comment vous dire, le soleil se lève tôt. Il peut faire très chaud, ou en ce moment pour nous très froid. Et alors autant on peut souvent en Asie, quand on avait très chaud, on pouvait avoir la clim assez facilement quand même dans les hébergements, ce qui permettait quand même de passer une nuit à peu près correcte.
Mais là, en Amérique du Sud, en altitude quand il fait très froid, isolation des murs, c'est un mot inconnu, isolation des fenêtres, double vitrage, ça n'existe pas non plus. Le chauffage, c'est assez rare aussi. Donc en fait, on caille. Et donc, conclusion, niveau repos quand même, sur la distance, on n'est quand même pas au top du top. Donc quand même, je dois dire qu'avec le temps, on s'habitue à tout ça. On s'habitue au bruit, je trouve. On s'habitue à la lumière le matin, je trouve aussi. Donc voilà, on arrive quand même à se reposer. C'est pas non plus le bague, faut pas exagérer. Mais voilà, mais pas toujours dans un très bon environnement pour se reposer. Et puis surtout, c'est pas qu'on découvre le moment venu, mais quand même il y a des fois on a quelques surprises. C'est pas aussi bien que ce que des gens peuvent écrire en commentaire, etc. Donc parce que tout le monde n'a pas la même sensibilité. Quand on écrit des commentaires sur des logements, on va pas toujours, il y a des choses dont on s'accommode, d'autres pas, on met pas toujours l'accent sur les mêmes choses. Et donc, parfois, le bruit, la chaleur, la lumière, ça peut être un peu compliqué. Pour ce qui est des repas, on doit faire avec ce qu'on trouve, dans le pays où on est. Et ça, j'en avais fait une capsule dédiée. C'est quand même assez rarement au goût de toute la famille à chaque fois. C'est rare qu'on soit les 4 contents. Il y en a toujours un qui doit quand même prendre sur lui. Donc là aussi, ça fait presque 10 mois qu'on voyage, on s'habitue, même les enfants. Je crois, j'ai l'impression, sans se le dire, on a intégré aucun repas qui va être parfait pour tous les 4 à 100%. Et puis c'est comme ça, on a arrêté d'en faire toute une histoire. Mais voilà, même si on a répondu aux questions de où on dort et de qu'est-ce qu'on mange et où on mange, c'est pas toujours des réponses satisfaisantes finalement. Bien sûr, une fois qu'on a dormi et mangé, on se pose chaque jour la question de ce qu'on va faire. Oui, un voyage c'est merveilleux, ces choses qu'on va découvrir, n'est-ce pas? Mais bon, il n'y a rien qui arrive tout seul. Toutes ces belles choses à découvrir, il faut qu'on les organise. Et il n'y a personne pour le faire pour nous. Alors on passe un certain temps à parcourir les stories Insta des autres voyageurs qui sont passés par là avant nous, à lire des blogs, à lire des guides, à fouiller dans tous les screenshots qu'on a faits et qui sont dans n'importe quel dossier dans notre téléphone, les posts Facebook ou Instagram qui sont enregistrés, hop, on reparcourt tout 150 fois. Et qu'est-ce qu'il nous a dit déjà? Je pars de taxi ce matin, non, pas noté. Enfin bref, ça s'arrête jamais. Il y a quand même certains voyageurs qui arrivent pas mal à anticiper cette partie. Pour nous, c'est un peu quand même souvent du last minute. Je vous cache pas que parfois notre tête explose un peu de toutes les infos qu'on emmagasine au fur et à mesure, que ce soit par les rencontres qu'on fait ou lors de nos recherches. Voilà, on se dit tiens, on essaie de mettre ça dans un coin de notre tête et puis bon, il faut après aller rechercher dans notre mémoire. Ça remplit pas mal notre esprit. La question des transports est aussi un sujet épineux. Donc bon, je vais pas trop m'étendre là-dessus parce que honnêtement, je suis sans doute pas la mieux placée pour en parler. C'est vraiment un sujet que je ne gère pas du tout depuis le début du voyage. C'est Ludo qui s'en occupe. Les bus, les taxis, les trains, les avions, location de voitures, de véhicules, van, camping-car. Après, quand on a un véhicule, où est-ce qu'on fait le plein, etc. J'ai quasiment, moi, rien fait sur le sujet. Mais bon, je vois bien le temps qui y passe, Ludo. Et alors, depuis que nous sommes en Bolivie, on ajoute aussi la vérification quotidienne des blocages sur les routes. Passera pas, il y aura un bus, il y aura pas de bus. Bref. C'est quand même, tout ça, c'est assez chronophage. Et puis là, à chaque pays, on remet les compteurs à zéro. Nouvelle compagnie de transport, nouvelle manière de réserver, parce que parfois on réserve sur un site internet, d'autres fois c'est par WhatsApp, d'autres fois il faut se déplacer au guichet. Enfin bref, il y a toujours de nouvelles choses. Donc quand même, Ludo, il a pris le pli, il va quand même beaucoup plus vite à chercher qu'avant. Mais ça prend quand même toujours du temps et à chaque nouveau pays, on remet les compteurs à zéro et puis on voit comment ça se passe, quoi. Donc déjà, avec tout ça, je trouve qu'on est quand même pas mal au niveau charge mentale et c'est quotidien, bien sûr. Mais une fois qu'on sait où on va, comment on y va, où est-ce qu'on dort, ce qu'on va manger, ce qu'on va faire, on peut toujours pas se reposer. Eh bien non. Donc vous êtes prêts? Allez, par quoi je commence? La lessive, par exemple. Sujet à prendre en compte dans la réservation du logement, bien sûr. Selon les pays, on donne notre linge à laver ou on s'en occupe nous-mêmes. Mais en gros, tous les 6 jours max, il faut qu'on lave parce qu'après, on n'a plus de sous-vêtements. Et puis, il faut aussi anticiper le temps de séchage. Donc, quand on donne notre linge, comme on a dit, au moins c'est facile. Le linge nous revient sec, plié d'ailleurs. Bon, pas super bien roulé, etc. pour repasser derrière, mais voilà,
C'est assez lif, assez nickel, très bien fait. Et d'ailleurs, heureusement, parce qu'avec le taux d'humidité qu'on peut rencontrer en Asie, faire sécher son linge dans sa chambre d'hôtel ou son appartement, c'est parfois mission impossible. Mais sinon, il faut soit trouver une laverie et avoir suffisamment de pièces pour la machine et le sèche-linge, se trouver un logement avec une machine à laver. C'est là que je disais, il faut anticiper pour les réservations de logement, savoir à peu près tous les combien il nous faut une machine, quoi. Enfin bref, on est sans cesse en train de compter les slips et les chaussettes qui restent pour savoir quand est-ce qu'il faudra laver. Bon, après, au moins, on n'a pas de repassage. Par contre, pliage au cordeau, rangement dans les pochettes de chacun. Ça, c'est pas du supplément par rapport à la maison, parce que bon, à la maison aussi, il faut plier et ranger le linge, mais c'est aussi à faire en voyage. Pour en revenir aux besoins primitifs, il y en a un que je n'ai pas abordé ici, mais qui est quand même très important, c'est la gestion de l'eau. Et en fait, c'est hyper important parce que les pays où on a de l'eau potable au robinet, en fait, sont quand même assez rares. Donc, quelle que soit la manière dont on gère ce sujet, c'est un sujet à gérer. Et c'est important quand même. Donc, pour notre part, on a des gourdes isothermes et on filtre l'eau avec un stéripène et des bâtons de charbon. Donc, on est complètement autonome, mais ça reste une petite logistique. Notamment pour avoir de l'eau fraîche quand il fait très chaud. En Asie, on était très content d'avoir nos gourdes isothermes. Le soir, on remplissait toutes les gourdes, on les filtrait avec le stéripène et on les mettait au frigo toute la nuit pour avoir de l'eau fraîche le lendemain. Et puis, avec les bâtons de charbon, on doit les faire bouillir chaque mois, que le charbon reste actif. Donc voilà, encore un petit truc à penser, si jamais on n'en avait pas assez. Et pour les gens qui n'ont pas de gourde, en fait, c'est aussi un sujet, l'eau, parce qu'il faut toujours s'assurer d'avoir acheté suffisamment de bouteilles. Les logements avec une bonbonne d'eau à disposition, en vrai, c'est quand même assez rare. Donc voilà. C'est encore un sujet dont on ne se préoccupe pas dans notre vie en France, mais qui prend de la place dans la vie en voyage. Bien sûr, autre sujet chronophage et énergivore, l'école. On n'est pas tous égaux face à l'école. Toutes les familles ne gèrent pas cela de la même manière. Moi, j'ai envie de dire que c'est très important de trouver l'équilibre qui convient à toute la famille. Et surtout, voilà, on va pas faire la même chose si on a des enfants de 3 et 5 ans que comme nous, des enfants de 10, 12 ans ou 12, 14 par exemple. Enfin, voilà, évidemment, il y a des différences. Quand on voyage avec des tout petits, on peut être un peu moins strict sur le programme, hein, alors qu'avec les plus grands, bon, il faut quand même essayer de se conformer, au moins les matières principales. Je vous ferai un petit bilan, je pense ça à la fin, au retour, sur la façon dont on a géré l'école, ce que je ferais différemment si on repartait, etc. Je pense que c'est un point qui peut intéresser les familles qui partent en voyage. Une chose est sûre, c'est qu'être un enseignant multimatière pour ses propres enfants, bon, c'est pas qu'une partie de plaisir. Même si on a des enfants plus ou moins volontaires, hein, franchement, nous, ça se passe quand même assez bien. On s'énerve pas, on s'arrache pas trop les cheveux, mais c'est le coup de s'y mettre, quoi. Donc voilà. Selon les supports qu'on a choisis pour faire l'école, l'âge des enfants, leur personnalité bien sûr, leur motivation, ils sont plus ou moins autonomes, quoi. Et au final, il y a un temps de préparation pour moi en l'occurrence. Après, on explique, on apprend des exercices, on corrige, on révise parfois, on fait réciter, enfin bref, c'est infini en vrai. Ça prend un temps de fou, quoi, et beaucoup d'énergie. Et surtout, ce que j'avais pas vraiment anticipé, c'est le temps de préparation. C'est-à-dire que on n'est pas bien équipé. Enfin oui, je rentrerai dans les détails plus une autre fois, mais ça prend du temps, quoi, de préparer ce qu'on va, la leçon qu'on va voir, etc. Ou alors, ça prend le temps de s'y mettre. Le coup de s'y mettre, il n'est pas toujours facile. Après, je suis sûre qu'il y a des enfants qui s'y mettent assez rapidement. Et puis c'est vite fait bien fait, mais bon, les distractions sont quand même nombreuses. Donc voilà, c'est chronophage et c'est énergivore. On a remarqué que souvent, les familles qu'on rencontrait, ils arrivaient à faire des vraiment bonnes sessions de travail, quand ils se posaient plusieurs jours à certains endroits et que du coup ils ralentissaient un petit peu le rythme des visites et des transports. D'autres justement avancent bien dans les transports. Et alors pour nous, c'est ni l'un ni l'autre. Nous, j'ai l'impression des fois qu'on fait jamais comme les autres, mais nous, on est vraiment plus efficace quand on a un rythme de visite plus soutenu, parce qu'on se dit, ok, on a 1 heure max chaque jour, donc après le petit-déj, on se met à travailler, on fait maintenant et puis c'est tout. En fait, dès que notre temps libre s'allonge un peu, parce que voilà, on est plus longtemps dans une ville, enfin dans un endroit, qu'on se repose, etc. En fait, on fait autre chose et on n'arrive plus à se mettre la contrainte de l'école. On relâche tout, quoi. Et bon, voilà, c'est vraiment à chaque famille de trouver la formule qui lui convient.
Pas de recette miracle, je crois. Et puis, il n'y a pas non plus une recette qui va s'appliquer sur toute la durée du voyage. Ça, je pense que c'est assez dur. Et donc, ça va être selon l'humeur et la motivation du moment, ça peut évoluer. Pour nous, la particularité, c'est que c'est moi qui m'occupe de faire l'école aux enfants et qu'en plus de ça, je continue à travailler. Donc là, le travail, c'est une charge mentale, une activité un petit peu chronophage quand même, mais qui nous sont propres, qui vraiment sont particulières pour notre famille. Mais je crois que c'est pour ça aussi qu'on n'arrive pas à faire l'école de manière efficace quand on se pose quelques jours ou quand on est dans les transports, en transit, parce qu'en fait, ce sont des moments que moi, j'utilise pour travailler, justement. Donc, je suis pas dispo pour faire l'école avec les garçons. Concernant le travail, écrire des articles et enregistrer des capsules, comme je fais maintenant, ça, c'est vraiment des choses que j'adore faire. J'ai au moins cette chance-là d'avoir un métier passion, un métier plaisir, et dont le sujet est parfaitement aligné avec le projet personnel du voyage. Parce que je pense que c'est pas du tout comparable avec un métier qui serait tout à fait autre, qui n'aurait rien à voir avec le voyage. Au moins, quand je travaille, je suis toujours quand même dans notre expérience parce que je parle de ça. Quand on part en vacances, nous, pendant 2 ou 3 semaines, peu importe, j'écris toujours un carnet de bord. Pour la simple et bonne raison que j'adore ça. J'aime vraiment écrire. Mais ça prend beaucoup de temps. Donc, pour moi, là, c'était inenvisageable de le faire pendant le tour du monde. Je crois que vous commencez à comprendre pourquoi déjà, vu la liste des choses que j'ai déjà énumérées qui occupent notre temps libre. Mais écrire pour parents voyageurs, écrire les capsules, les enregistrer, ça m'aide beaucoup à assimiler tout ce qu'on vit et à prendre un peu de recul sur notre aventure. Ça, c'est le plus souvent quand même les capsules qui me permettent de prendre un peu ce recul. Parce que je me pose des questions, du coup, je me dis, ah tiens, oui, c'est vrai, etc. Ça me permet de réfléchir un petit peu sur ce qu'on vit. Et donc ça, je crois que c'est assez bénéfique pour moi. Alors, bien sûr, comme dans tous les boulots, il y a des côtés que j'aime un peu moins. Il faut bien que je m'en accommode quand même et que je les gère malgré tout. Mais en tout cas, il y a une chose pour laquelle je serais vraiment très heureuse de rentrer. L'aspect digital nomade, c'est super. Mais quand on travaille en équipe, avec du décalage horaire, mon Dieu que c'est pénible. Avec Émilie, on a donc toujours été en décalage horaire. En moyenne, je pense qu'on a eu 5-6 heures de décalage. Soit j'étais en avance, soit j'étais en retard. On a eu jusqu'à 14 heures de décalage. Là, franchement, c'était vraiment pénible. Donc au moins, quand je rentrerai en France, qu'elle sera rentrée Maurice en Europe, on sera sur le même fuseau horaire et ça va être vraiment très chouette. On va vraiment apprécier de pouvoir travailler ensemble facilement. Et alors, comme si tout cela ne suffisait pas à notre charge mentale, à occuper nos journées, nos soirées, on s'est ajouté un petit peu de choses en plus à gérer. Alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez, que j'en ai pas non plus parlé hyper souvent, mais au début de notre voyage, on a décidé de soutenir 2 projets associatifs. United Schools et l'enfant à l'hôpital. Alors, pour l'enfant à l'hôpital, on écrit chaque semaine un carnet de voyage qui est lu par 5 groupes d'enfants. Et ces groupes nous suivent toute l'année. C'est toujours les mêmes enfants qui nous lisent et ils nous posent des questions en retour sur les carnets de voyage. Et donc, on répond de semaine en semaine. Donc, ça crée un échange et c'est bien évidemment un rendez-vous hebdomadaire qu'on n'a tout simplement pas le droit de manquer. Pas dire, non, cette semaine, on n'a pas eu le temps. Non, parce qu'on a des groupes d'enfants qui nous attendent. Donc, c'est un engagement qu'on a pris et qu'on doit tenir. Alors, ces échanges, parce que c'est vraiment des échanges. Nous, on écrit, après, on nous pose des questions et puis, avec le carnet de bord, en fait, il y a une animatrice pour chaque groupe qui prévoit des activités en lien avec ce qu'on aura écrit dans le carnet. Et donc, en retour, on a des photos, on a des vidéos et puis on a des questions. Donc, c'est vraiment des échanges qui sont très, très enrichissants. À la fois pour eux, bien sûr, parce qu'ils voyagent un peu avec nous, alors qu'ils n'ont pas forcément l'opportunité de voyager dans leur vie d'enfant. Mais c'est hyper enrichissant pour nous aussi, quoi. Ils nous apportent vraiment beaucoup par leurs questions. Et puis on est toujours super content de voir comment ils vivent notre voyage à travers les activités qu'ils font, quoi. Et souvent, d'ailleurs, quand on visite quelque chose, on dit, ah tiens, ça va plaire aux enfants. Et je fais des photos, des vidéos en fonction parce qu'on est super content de partager avec eux, quoi. Mais au-delà de ça, il faut pas se voiler la face quand même. C'est quelque chose qui prend du temps et qui nous oblige à nous rappeler quel jour on est pour ne pas louper le coche de la publication. Parce que ça, on a toujours un peu de mal à savoir quel jour on est. Donc ça, c'était pour l'enfant à l'hôpital. Et quant à United Schools, alors honnêtement, on a été nuls. Mais on avait vraiment sous-estimé le temps que toutes ces tâches-là dont je viens de vous décrire, le temps que ça nous prendrait. S'engager dans 2 associations et continuer de travailler pendant le voyage, ça c'était beaucoup trop ambitieux. Je pense que je me suis un peu emballée avant le départ. Honnêtement, un engagement associatif, c'est gérable.
même avec le boulot à côté, l'école et tout. Mais deux, en fait, c'est trop. En tout cas, c'est trop pour nous, quoi. Avec le rythme qu'on a de voyage, c'est beaucoup trop. On peut pas, enfin oui, moi j'arrive pas, on peut pas être au four au moulin, quoi. C'est un peu trop dur. Mais bon, je me console en me disant qu'en vous parlant ici de United Schools, et via l'épisode aussi que j'avais enregistré avec Stéphane, qui était le cofondateur de l'asso, bon voilà, j'apporte ma petite pierre à l'édifice pour faire connaître l'asso et le projet. Mais clairement, c'est pas grâce à nous qu'il y aura de nouvelles écoles dans le réseau United Schools. Donc voilà, un peu tout ça. Je vais m'arrêter là en ce qui concerne la charge mentale du voyageur au long cours, parce que sinon plus personne ne voudra partir. Mais en vrai, j'avais quand même encore des petits points sur ma liste. Par exemple, quand on entre dans un nouveau pays, faut gérer le visa, le formulaire d'entrée, si on a la déclaration de douane. Enfin, c'est pas systématique tout ça. C'est pas dans chaque pays, mais il faut quand même un peu se renseigner sur ce qu'il y a à faire, quoi. Quand on a passé la frontière, faut trouver une carte SIM. Donc Ludo passe du temps aussi à chercher ça pour pas payer plein pot à l'aéroport, par exemple. Où est-ce qu'on prend de l'argent? Quels sont les distributeurs sans frais s'il y en a dans le pays? Ici en Bolivie, donc bon, l'argent là, c'est vraiment un autre sujet. Ça prend d'autres dimensions parce qu'en fait il y a un taux officiel qui est à peu près de 1 euro pour 7 bolivianos, bon, plus ou moins. Et puis il y a un taux officieux qui est plutôt à 1 euro pour 18 bolivianos. Donc comment vous dire, on retire pas de l'argent au distributeur parce que on peut avoir un bien meilleur pouvoir d'achat. Donc voilà, j'ai pris des dollars au Galapagos parce que la monnaie en Équateur c'est le dollar américain, donc on avait pu en retirer pas mal et on est arrivé avec nos dollars qu'on a pu échanger aussi après bientôt. Le dollar s'échange entre 15 et 16 bolivianos. Donc c'est hyper intéressant en fait après pour nous en termes de pouvoir d'achat. Mais voilà, c'est une petite logistique, c'est nouveau, comme je disais au début, parce que chaque fois quand on arrive dans un pays, il faut gérer l'argent. Mais en vrai, ça se passe jamais de la même manière. Et puis, en plus, parce qu'on aime bien ça, on se rajoute des trucs à faire. Donc, pour moi, c'est Instagram. Il y en a d'autres, ça va être Polar Step ou un blog qu'ils écrivent. Quoi qu'il en soit, il faut gérer les photos. Ça prend un temps fou. Et puis, quand même, je t'aime par le plus grand bonheur de tous les parents voyageurs, c'est être avec ses enfants 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans échappatoire. N'est-ce pas merveilleux? Ou plutôt, pourquoi s'affiche-t-on ça? Mais non, bien sûr. Je rigole parce que c'est notamment la raison d'un tel projet, je pense, pour de nombreuses familles. C'est passer plus de temps avec nos enfants qui grandissent trop vite, qu'on est aspiré par le tourbillon de la vie quotidienne et voilà, on a envie de ralentir un petit peu le temps. Mais en vrai, faut pas rêver. Mais dans des fratries où les enfants s'entendent très bien, je pense qu'on fait partie de cette catégorie-là. Il y a toujours des crises à gérer, des conflits à la noix, il y a toujours des trucs, quoi. Mais il peut y avoir des tensions, de la fatigue, etc., des envies qui sont pas forcément partagées. Alors, pour nous, c'est peut-être plus facile, finalement, parce que, nous, on est les parents et donc, on décide, c'est nous qui avons le dernier mot. Et puis, je dois dire que pour nous aussi, nous, notre famille, pas nous les parents, mais nous, notre famille, on a des enfants qui ont 10 et 12 ans maintenant, autonomes sur plein de choses. Franchement, ils marchent, ils portent des sacs, ils portent pas les gros sacs, mais quand même, en fait, ils peuvent faire plein de choses sans qu'on leur demande. C'est pas la même, je pense, pour des gens qui partent avec des enfants plus jeunes, qui demandent beaucoup plus d'attention, voilà, on peut être un petit peu plus en stress aussi quand on se balade dans une ville parce que à tout instant, on en perd un, il traverse n'importe comment. Bref, ça peut générer aussi un peu du stress, une charge encore supplémentaire. Et ça, pour nous, avec des enfants un petit peu plus grands, on est très relax là-dessus. Et à chaque fois, ils parlent quelques mots d'anglais et d'espagnol suffisamment, en tout cas, pour si jamais ils sont perdus, pour demander qu'on nous appelle en WhatsApp, etc. Donc, en fait, au moins, on n'a pas ce stress, on n'a pas peur. On doit moins gérer de choses. Ils s'habillent tout seuls, ils vont à la douche tout seuls, ils se lavent tout seuls, etc. Voilà, c'est pas la même chose quand on part avec des petits. C'est aussi à prendre en compte, je pense. Et pour terminer, en tout cas, je voulais aussi vous dire, parce que j'ai vu ça dans certaines familles, et heureusement pour nous, c'est pas le cas, mais dans certaines familles, le projet repose vraiment quasiment essentiellement sur une personne du couple. Et là, je sais pas comment la personne fait pour survivre, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à penser, en vrai, et c'est tous les jours. Donc, nous, on se répartit plutôt bien la tâche. De mon point de vue, en tout cas, je ne sais pas si Ludo dirait la même chose. Ludo s'occupe énormément de la logistique du voyage.
les transports, les logements, l'argent, les cartes SIM, enfin voilà, tous ces trucs un petit peu administratifs pour lesquels je suis nulle. Aussi la bouffe, ce qu'on mange, tout ça, les restos, c'est lui. Moi, ça va être plus ce qu'on fait, combien de temps on va rester à tel endroit, et puis l'école, le boulot. Je m'occupe aussi beaucoup des sacs, du linge, etc. Et avec Ludo, on fait toujours plus ou moins chacun les mêmes tâches. Bon, c'est pas officiellement réparti les tâches qu'il y avait à faire, mais en vrai, c'est comme à la maison, on fait ce avec quoi on est le plus à l'aise. Voilà, on est un peu répartis comme ça, mais une répartition est essentielle. Alors, peut-être qu'il y a certaines familles, ça va tourner. C'est facile. Alors moi, je m'occupe de tel pays, par exemple, j'organise un peu, toi tu regardes déjà pour le pays suivant, ou cette semaine je fais l'école, la fois d'après sera toi. Enfin, voilà, chacun s'organise comme il veut, mais en tout cas, ça me semble fou de faire porter la charge à une seule personne, quoi. Parce qu'il y a il y a vraiment beaucoup à penser que il faut que les deux jouent leur rôle, quoi, jouent la partition, parce que sinon, en fait, c'est sans doute possible, hein, mais hyper difficile de tenir sur la durée, en vrai. Voilà un peu notre charge mentale, la charge mentale en voyage. La gestion du temps est quand même un sujet finalement assez important. Et nos enfants nous disent souvent, ah, mais vous avez toujours des trucs à faire, vous passez pas assez de temps avec nous. C'est quand même quelque chose qu'on a déjà entendu dans notre famille et que j'ai déjà entendu aussi chez les autres, chez d'autres voyageurs, parce qu'en fait, on a un max de trucs à faire, à penser, à chercher. Parfois, on passe beaucoup plus de temps que ce qu'on imaginait parce qu'on veut réserver un truc en ligne et puis que ça marche pas et que on réessaye, on essaie 17 cartes bancaires. Enfin bref, il y a parfois des choses comme ça, des impondérables. On peut pas dire combien de temps va nous prendre chaque chose en fait. Mais on n'a pas tout ce temps, c'est assez difficile parfois d'anticiper. Comme je disais, sur certains sujets, on remet les compteurs à zéro dès qu'on change de pays. Et les enfants, parfois, c'est vrai, ils trouvent qu'on n'a pas beaucoup de temps pour être avec eux. Moi, je trouve qu'en tout cas, on a beaucoup de temps de parler chez nous. C'est vrai que parfois, on est moins disponible pour jouer avec eux. J'ai l'impression qu'on l'est moins depuis quelques mois que par rapport au début. Tout ça dépend aussi, évidemment, de l'âge des enfants, évidemment. Voilà, c'est aussi à prendre en compte et je me dis, on voulait faire cette pause dans la vie normale, entre guillemets, pour passer plus de temps avec nos enfants. Et c'est vrai qu'on est tout le temps avec eux, évidemment, mais on gagne pas autant de temps de qualité que ça, finalement. Parfois, j'ai l'impression, je me dis ça. Et finalement, ouais, c'est peut-être pas vrai non plus, parce que nous, on a beaucoup de temps de parler, d'échanger, quand même. C'est peut-être juste sur les jeux où les enfants peuvent nous le reprocher. On fera un petit bilan de ça, genre on en reparlera avec eux à la fin pour voir un petit peu comment s'ils ont vécu tout ça et ça change de période en période bien sûr parce qu'il y a des pays où on va être un petit peu plus relax, où on a des pays un petit peu plus vacances où là on aura le temps et des pays où on enchaîne un peu plus les visites et alors on a un peu moins de temps de se poser pour jouer avec eux. Et puis en même temps nous moi je profite, ça va beaucoup quand on se pose un peu, qu'on est dans des destinations pour plus de vacances, j'en profite pour travailler plus. Donc finalement, c'est vrai que je suis pas plus dispo pour les enfants, quoi. Donc voilà, en tout cas, c'est un équilibre à trouver et ça prend du temps et il y a certains éléments qui remettent en cause tout l'équilibre à chaque fois. Donc il faut réussir à s'adapter en permanence. On peut pas vraiment souvent se reposer sur nos lauriers, sur nos acquis, même si il y a plein de choses qu'on fait de plus en plus vite. Faire les sacs, ça va quand même assez vite maintenant. Enfin voilà, il y a quand même des petites choses. On est un peu plus efficace qu'au début, heureusement. Mais en tout cas, à tous ceux qui vous parleront de votre grand voyage comme de vacances, je crois que vous saurez quoi leur répondre. Parce que non, un grand voyage, en fait, c'est pas des vacances. Il y a tous ceux qui vous le diront, ah, c'est sympa vos vacances. À quoi vous êtes fatigués, faites-leur écouter cet épisode et ils comprendront pourquoi vous aurez besoin de repos en rentrant. En plaisantant, là, il y en a qui nous ont dit, ils rentrent là, et puis ils nous disaient, ouais, je crois que ils sont rentrés au mois de juin, je crois qu'au mois d'août, on va partir en vacances. Et en plaisantant, je dis, ça, tu peux le dire à nous, parce qu'on comprend, mais ta famille, tes amis, en France, ils vont pas comprendre ça. Mais en fait, voilà, on a tellement de choses dans nos têtes que parfois des vacances, ça serait bienvenu, quoi. Donc, à vous qui préparez un grand voyage, n'hésitez pas à mettre aussi des périodes de vacances au milieu de votre itinéraire. Ça vous fera du bien pour recharger les batteries. Voilà.
Sur ce, je file. Justement, j'ai des sacs à préparer. Allez, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Bon courage pour le tunnel de juin. Allez, ciao. Retrouvez nos interviews de parents voyageurs un mercredi sur 2. On y parle tour du monde, bien sûr, mais aussi expatriation, vie nomade et slow tourisme, entre autres. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous au podcast Parents Voyageurs sur votre plateforme d'écoute préférée. Retrouvez-nous sur le blog parents-voyageurs.fr et sur les réseaux sociaux. Pour suivre notre tour du monde, je vous retrouve sur Instagram, sur le compte Nous 4 et le Monde, en toutes lettres et avec un point entre chaque mot. À bientôt!